Bonsoir, mesdames et messieurs. Le diabète gestationnel a un taux de prévalence situé entre 5 et 15% dans le monde. La pathologie n'a pas de cause réelle, mais plutôt des facteurs de risque. Diabète dans la famille, faire de gros bébés, surpoids et aussi l'âge. Quel est l'enjeu à détecter assez tôt le diabète chez la femme en grossesse? Le professeur Jaco Ridor Abodo est sur le plateau de Notre Santé pour nous entretenir sur le sujet. Diabète gestationnel, le piège évitable. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Victorien. Vous êtes diabétologue, président élu de la Fédération internationale du diabète, région Afrique, responsable de l'enseignement de l'endocrinologie et des maladies métaboliques à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, président de l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire et de l'Alliance des organisations de lutte contre les maladies chroniques de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que, à côté du diabète, il y a les autres maladies chroniques non transmissibles qui créent un véritable problème dans nos populations, avec les risques de handicap, les risques donc de morbidité en général et surtout de mortalité importante. Vous avez dû le constater avec la période de Covid-19, beaucoup de décès étaient imputables aux personnes atteintes de maladies chroniques et particulièrement aux diabétiques. Alors, justement, le sujet qui nous réunit ce soir, c'est le diabète, précisément le diabète gestationnel. C'est quoi d'abord et comment est-il perçu parmi les 4 formes de diabète? Le diabète gestationnel se définit simplement par l'OMS comme une élévation du taux de sucre dans le sang chez la femme enceinte. Donc, comprenez que cela va être à l'origine de 2 notions essentielles. La première notion, c'est un diabète qui apparaît au 6e mois de grossesse et qui disparaît à l'accouchement. Et puis il y a le diabète prégestationnel, qui est un diabète qui certainement existait avant la grossesse, par contre qui est dépisté pour la première fois au cours de la grossesse et qui peut persister après l'accouchement. Donc ces 2 notions sont essentielles dans la notion de diabète gestationnel. Alors comment est-il perçu parmi les 4 formes de diabète? Parmi les 4 formes de diabète, il faut rappeler rapidement qu'il y a le diabète de type 1, qui est le diabète de l'enfant et qui représente autour de 10% des cas de diabète. Il y a ensuite le diabète de type 2, qui est le diabète de l'adulte, qui représente autour de 80%. Il y a ensuite le diabète gestationnel, qui est le diabète de la grossesse, donc le diabète de la femme enceinte, qui représente autour également de 5 à 10%. Et puis enfin, il y a les autres formes de diabète. On parle de diabète spécifique en rapport avec des maladies génétiques, en rapport avec des maladies endocriniennes, en rapport aussi avec certains médicaments, notamment les corticoïdes, les antirétroviraux et d'autres produits un peu toxiques. Alors, quels sont les signes évocateurs du diabète gestationnel? Alors, il faut le dire tout net, le diabète gestationnel n'a pas de signes propres. C'est un taux de glycémie qui est légèrement élevé, donc souvent sans symptômes. Mais lorsqu'il y a des symptômes qui apparaissent, c'est-à-dire la bouche un peu sèche, un peu de polyurie, donc uriner beaucoup plus fréquemment, boire beaucoup plus fréquemment, mais ça peut souvent se confondre aux signes de la grossesse. Donc c'est souvent difficile d'avoir des signes spécifiques. En revanche, avec le suivi de la grossesse, le gynécologue peut découvrir une macrosomie, c'est-à-dire un gros fœtus, avec les échographies. Il peut se rendre compte également que la femme a beaucoup de liquide amniotique, on parle d'hydramnios, donc ce sont des signes prémonitoires d'un diabète gestationnel. Sans oublier, lorsque vous interrogez la parturiente, elle vous dira qu'elle a peut-être fait de fausses couches ou qu'elle a eu déjà des antécédents de gros bébés ou qu'elle a un diabète dans la famille. Alors vous avez parlé de taux élevés, c'est à peu près combien? Alors, on parle de diabète gestationnel lorsque la glycémie au cours de la grossesse est supérieure ou égale à 0,92 g. Mais il faut déterminer quand même 2 périodes. Avant le 6e mois, lorsque vous avez une glycémie supérieure ou égale à 0,92 g, on dit que vous avez un diabète prégestationnel. Donc le diabète certainement existait avant la grossesse. Par contre, lorsque la glycémie est supérieure à 0,92 g, à partir du 6e mois, c'est ça qui est le vrai diabète gestationnel. Et entre 0,80 g et 0,92 g, il faut faire un test spécifique qu'on appelle épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale, qui permet de savoir est-ce que vous avez un diabète gestationnel ou pas. Nous revenons certainement sur ce texte. Alors, quelle est la situation de cette maladie en Côte d'Ivoire? Alors, les premiers travaux qui ont été réalisés et qui datent d'assez longtemps quand même, un peu plus de 10 à 15 ans, ont montré des prévalences qui varient entre 5 et 12%. Le premier travail a été fait à Boaké. Le second travail a été fait au CHU de Trècheville, dans une population de femmes enceintes. Donc, c'était véritablement difficile d'avoir une prévalence réelle.
Et nous pensons qu'à travers le projet que nous dirigeons, qui est le dépistage et la prise en charge du diabète gestationnel sur l'ensemble du territoire, nous aurons certainement une idée, un profil beaucoup plus précis de la prévalence du diabète gestationnel dans notre pays. Oui, mais justement, vous parlez de 10 à 15 ans. C'est un peu trop pour avoir des statistiques fiables. C'est un peu trop. C'est un peu trop parce que ce n'est pas toujours évident de faire des études de telle envergure. Je vous ai parlé d'un test spécifique qui est l'épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale, qui nécessite quand même l'absorption d'un sachet et demi de glucosamide. C'est un sachet qui coûte un peu cher, donc ce n'est pas toujours accessible aux populations. Mais grâce à ce projet que nous dirigeons, qui est financé par la Fondation mondiale du diabète, nous aurons certainement des chiffres un peu plus corrects, proches de la réalité, pour la prévalence du diabète gestationnel en Côte d'Ivoire. L'on le découvre au cours du 6e mois de la grossesse et s'il n'est pas suivi, il peut avoir des graves conséquences sur la vie de la mère et de l'enfant. Le diabète gestationnel touche au moins 10% des femmes enceintes et reste méconnu de la population. Qu'est-ce que le diabète gestationnel? Comment le détecter? Quel effet sur la santé de la mère et de l'enfant? Les précisions avec Assouda Nyogo. Le diabète gestationnel, diabète qui se déclare au cours de la grossesse, concerne environ 10% des femmes enceintes en Côte d'Ivoire. La plupart du temps, ce diabète disparaît après la grossesse, mais il n'est cependant pas à prendre à la légère, en raison des conséquences délétères qu'il peut avoir à la fois sur la mère et pour l'enfant. J'étais à 6e mois de grossesse. Et puis je suis partie faire examen de sang. On m'a dit que mon taux de sucre est élevé. Donc, la dame m'a dit de cesser de manger tout ce qui est sucre. C'est pas facile pour moi. Pareil, des fois, il n'arrive pas à manger. C'est orange et puis banane et moi. Mais comme c'est une affaire de maladie, il a arrêté. Ce que je peux dire à la population, c'est que quand on va à l'hôpital, qu'on nous demande de faire échographie ou bien analyse, là, il faut qu'on fasse ça. C'est dans ça, on voit tout ce qui se passe et puis on nous donne conseil de faire ce qu'on peut faire pour qu'on reste en bonne santé. Mais à côté du gouvernement, là, je leur demande pardon aussi de nous aider. L'ignorance et le manque de fréquentation des centres de santé peuvent être fatales. Dès qu'il y a plus de grossesse, je suis partie à l'hôpital. J'ai fait analyse de sang, j'ai fait écho, j'ai fait tout. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de diabète sur moi. Que grossesse là, que ça va bien. Que bébé là aussi, ça va chez bébé là. À l'hôpital, on nous a donné les conseils d'éviter les sucres par rapport au diabète. C'est très important pour une femme enceinte de faire les consultations prénatales. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver demain. Quand la consultation continue, et de même que les analyses, l'échographie, ça nous permet d'éviter les maladies qui peuvent suivre. À cet effet, je lance un appel à tous les hommes d'aider leurs femmes à aller faire les consultations lorsque leurs femmes sont enceintes. Et même les femmes non enceintes, nous les hommes, nous devons les soutenir pour que demain soit meilleur pour elles. Pour ne pas que demain, elles arrivent à avoir des maladies et que cela vient de nous, puisqu'elles n'ont pas été soutenues. Le surpoids, les grossesses tardives, c'est-à-dire après 35 ans, les antécédents familiaux de diabète de type 2 ou encore une première grossesse d'un gros bébé sont autant de facteurs de risque connus. L'enjeu concerne à la fois la santé de la mère, mais aussi de l'enfant. En effet, le glucose en excès chez la mère est transmis au fœtus. Cette réserve calorique excédentaire est stockée dans les organes de l'enfant. Résultat, poids et croissance sont excessifs. C'est pourquoi la complication la plus fréquente est un poids à la naissance supérieur à 4 kg, qui peut entraîner un accouchement compliqué. À moyen et long terme, l'enfant peut être exposé à un surrisque d'obésité et de troubles métaboliques. Pour la mère, la complication la plus grave est la survenue d'une pré-éclampsie, une maladie qui associe l'hypertension et l'apparition des protéines dans les urines et qui, en outre, est une des causes de la plus grande prématurité. Par ailleurs, sur près de 100 000 femmes qui développent un diabète gestationnel chaque année, 30% deviendront diabétiques de type 2 dans les 10 années à venir.
Professeur, pour que demain soit meilleur pour nos mamans, nos épouses et nos filles, quels sont les facteurs de risque? Ben, les facteurs de risque, vous avez vu et entendu dans le reportage, c'est assez clair. Le premier facteur de risque, c'est l'âge de la mère. Un âge au-delà de 35 ans est un âge à risque d'avoir une grossesse. C'est le premier facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, c'est une notion de diabète dans la famille. La notion de diabète dans la famille traduit l'hérédité du diabète. Ça peut être le père, la mère, les frères et sœurs, et souvent même les enfants. Donc le fait d'avoir une notion de diabète dans la famille, mais également d'avoir déjà fait un diabète gestationnel, d'avoir eu un gros bébé à la naissance, qu'on appelle le macrosome, et puis souvent la notion de fausse couche ou de mort in utero peuvent être des facteurs très importants à connaître. Il ne faut pas oublier l'obésité. Le support à l'obésité chez la femme est un facteur très important. Et puis, il y a aussi des facteurs génétiques en rapport avec l'ethnie. Il s'agit notamment des Africains dans le monde, ils ont été reconnus comme tels, également les Indiens, et puis les Hispaniques aux États-Unis. Donc voilà un peu des races et des facteurs de risque qui sont associés à la prévalence élevée du diabète gestationnel dans les populations, et particulièrement en Côte d'Ivoire et en Afrique. Toutes les femmes en grossesse sont-elles à risque? Il y a des facteurs de risque. Et même au-delà de ces facteurs de risque, on se rend compte également que 30 à 40% des femmes enceintes qui n'ont pas ces facteurs de risque peuvent également avoir un diabète gestationnel. Vous allez comprendre pourquoi dans le dépistage, alors que d'autres populations se concentrent sur le dépistage des personnes à risque, nous en Afrique en général, on doit se concentrer plutôt sur un dépistage systématique pour ne pas méconnaître ces femmes qui peuvent développer un diabète au cours de la grossesse et qui n'ont pas de risque de développer ce diabète. Alors, quelles sont les conséquences directes de ce type de grossesse? Alors, les conséquences sont à apprécier à deux niveaux. Il y a d'abord les conséquences chez la mère et il y a les conséquences également chez l'enfant. C'est pour cela que je voulais féliciter le reporter qui a donné pas mal d'informations qui sont très importantes pour les populations. Les premières conséquences chez la mère, c'est le risque, n'est-ce pas, d'avoir une poussée d'hypertension artérielle, ce qui va aboutir à ce qu'on appelle l'éclampsie, qui est une véritable urgence avec une tension artérielle très élevée qui va menacer le pronostic vital de la mère et puis bien entendu de l'enfant. La deuxième chose, c'est un risque de faire une césarienne. Césarienne à cause du gros bébé qu'elle porte. D'où l'intérêt d'une surveillance beaucoup plus accrue. Et puis, il y a bien entendu les possibilités de fausse couche et autres. Les causes chez l'enfant sont essentiellement liées au poids. Au-delà de 4,5 kg, il y a un risque majeur, notamment de traumatisme des épaules et donc des nerfs des membres supérieurs. Vous avez certainement vu souvent dans la circulation, en ville, des personnes qui ont des bras souvent déformés, des épaules un peu déformées. Et quand vous les interrogez, c'était certainement lié à l'accouchement difficile. Il y a un risque également de souffrance fœtale, donc une atteinte cérébrale qui peut être majeure. Et puis il ne faut pas oublier le risque immédiat à l'accouchement, qui peut être donc l'hypoglycémie du nouveau-né. Parce qu'il a été habitué à avoir beaucoup de sucre pendant la grossesse. Et lorsqu'il naît, il y a un risque immédiat d'hypoglycémie. Ça, ce sont les risques quasi immédiats. Mais il y a les risques à moyen et à long terme, chez la mère comme chez l'enfant, qui sont essentiellement les risques d'obésité et de diabète de type 2 à moyen et à long terme. Alors, vous êtes en contact permanent avec ces femmes. La Covid a-t-elle eu des effets sur ces sujets? La Covid-19 a impacté tous les secteurs des différents pays au niveau mondial. Et les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, n'a pas été du tout épargné. Et donc, en ce qui concerne le projet que nous menons actuellement, qui est le projet de dépistage, de diagnostic et de prise en charge du diabète gestationnel dans plus de 110 maternités sur l'ensemble du territoire, nous avons constaté, autour de 2002 jusqu'à début 2001, il y a eu une baisse importante des consultations prénatales et donc une baisse du dépistage et du diagnostic et donc de la prise en charge des cas de diabète gestationnel. Et nous avons essayé de parer à cette éventualité en distribuant, en plus du matériel de dépistage et de prise en charge, également du matériel de protection pour le personnel, pour que les femmes continuent de venir à l'hôpital et se faire dépister et prendre en charge. Alors, quel est l'intérêt pour justement les femmes en grossesse de connaître leur bilan? Il y a d'abord le bilan préconceptionnel. C'est-à-dire, avant même de tomber enceinte, les femmes doivent connaître leur statut. Est-ce que vous avez des facteurs de risque? Est-ce que vous avez le diabète, l'hypertension artérielle?
Ça, c'est le premier élément qui doit être apporté aux populations, aux femmes qui ont des enfants ou qui désirent avoir un enfant. Le deuxième élément, c'est qu'au cours de la grossesse, il y a un bilan minimum à faire. Il y a des vaccinations à faire, il y a un bilan à faire pour savoir quelles sont les pathologies qui sont susceptibles d'arriver. On sait qu'à partir généralement du 5e mois, on peut avoir un risque d'hypertension artérielle. À partir du 6e mois, on peut également avoir un diabète de grossesse. Donc c'est important, à ce stade-là, de commencer déjà à faire les bilans nécessaires et pour détecter le maximum de pathologies et donc de prévenir ces conséquences sur la grossesse et donc en rapport avec les conséquences chez la mère et chez l'enfant. Un test en un seul temps suffit-il pour réaliser un diagnostic fiable? Alors, ce qui est recommandé, c'est que déjà à la première consultation prénatale, nous demandons aux femmes enceintes d'avoir un premier bilan. En ce qui concerne le diabète gestationnel, il faut déjà avoir une première glycémie. Et cette première glycémie permet de savoir si vous n'avez pas de diabète ou si vous avez déjà un diabète qui existait, qui était méconnu. Parce que vous savez que toutes les populations ne vont pas systématiquement se faire dépister pour le diabète. Donc, avant le 6e mois, on peut déjà savoir si vous avez un diabète qui existait déjà. Par contre, à partir du 6e mois, même si vous n'avez pas de perturbation glycémique, on va maintenant détecter et dépister le diabète de grossesse. Et cela est très important de pouvoir avoir cette glycémie avant le 6e mois et après le 6e mois. Alors, finalement, quel est le véritable enjeu à détecter rapidement le diabète chez une femme en grossesse? Alors, le véritable enjeu, ce serait donc de prévenir les conséquences chez la mère, mais également les conséquences chez l'enfant. Donc, cela permettra à moyen et à long terme de réduire la mortalité maternelle et infantile. Que faire quand l'on sait que la femme est en danger? D'abord dépister. Et lorsque on a dépisté, il faut maintenant organiser la prise en charge. Cela n'est pas toujours évident. La grossesse dure 9 mois. Il faut sensibiliser les parturientes à respecter toutes les consultations prénatales. Et puis, il faut les amener à suivre ces consultations prénatales et à organiser la surveillance jusqu'à l'accouchement. Est-ce que l'accouchement d'une telle femme peut se faire normalement, si justement elle est bien suivie? Alors, il faut distinguer deux aspects. Le cas où le diabète gestationnel est diagnostiqué et dépisté tôt, on va mettre en place des mesures d'hygiène de vie, à savoir une alimentation équilibrée. On peut également mettre en place une activité physique régulière, le fait déjà de faire une activité sportive, les charges ménagères, la marche, souvent même la natation, peut suffire. Mais si cela ne suffit pas, on peut être amené à prescrire des médicaments. Il s'agit ici, en l'occurrence, spécialement de l'insuline. Et cette insuline a pour rôle de ramener les taux de glycémie dans les normes. Une glycémie à jeun en dessous de 0,95 g ou bien une glycémie 2 heures après le repas qui doit être en dessous de 1,20 g jusqu'à l'accouchement. Et il ne faut pas oublier de pouvoir également faire une échographie à partir du 8e mois. Si cela est respecté, ou alors s'il n'y a pas de conséquences majeures dans ce contexte, on peut laisser la parturiente accoucher normalement. Comment amener les femmes en grossesse à se présenter assez tôt dans un centre de santé afin d'obtenir leur taux d'hyperglycémie? Je pense que c'est ce que vous faites déjà. Ces émissions permettent de sensibiliser les populations, mais également, nous aussi sur le terrain, nous essayons de faire ce que nous pouvons faire, distribuer des flyers, des prospectus, faire des campagnes de dépistage, de sensibilisation à l'endroit de toutes les populations, comme nous l'avons déjà commencé depuis 2005. Mais cette fois-ci, nous essayons de faire un focus chez les femmes enceintes, dans les maternités, et puis chez les femmes aussi en âge de procréer. C'est les jeunes dames qui sont dans des écoles spécialisées, qui sont dans les universités, un peu partout, pour leur faire comprendre qu'elles doivent d'abord connaître leur état avant d'être enceintes. Et lorsqu'elles sont enceintes, il faut qu'elles fassent l'effort de faire le dépistage du test de diabète pour détecter s'il y a lieu un diabète de grossesse, le prendre en charge pour mener l'accouchement jusqu'à son terme. Alors, vous êtes venu avec quelques appareils pour qu'on connaisse le taux d'hyperglycémie. Comment ça se passe avec un tel appareil? Alors, le dépistage se fait, donc vous avez dit, en un temps, à travers le test d'hyperglycémie provoqué par voie orale. Mais avant ça, il faut faire d'abord la glycémie à jeun. Et si cette glycémie à jeun se situe entre 0,80 g et 0,92 g, il faut lui demander de revenir pour faire le test d'hyperglycémie provoquée par voie orale qui consiste à prendre un sachet et demi
de glucosamide qui va être pratiquement à 75 grammes dans 250 cc de liquide qu'on demande à la parturiente de boire pendant pratiquement 5 minutes. Ce n'est pas toujours évident de boire de l'eau assez sucrée, avec souvent les nausées au cours de la grossesse. C'est pour cela qu'on dit de boire autour de pratiquement 2, 3 à 5 minutes. Elles prennent pratiquement leur temps. Et lorsqu'elles finissent, on fait une glycémie 1 heure après. Cette glycémie doit être en dessous d'1,80 g. Sinon, au-delà, on évoque le diagnostic de diabète gestationnel. Si ce n'est pas le cas, on attend la deuxième heure, on refait encore une glycémie. Et la glycémie, 2 heures après l'épreuve, doit être en dessous de 1,53 g. Ça, c'est le lecteur de glycémie. Ce lecteur de glycémie doit être disponible dans tous les foyers, dans toutes les maisons, non seulement pour les femmes enceintes, mais également pour toutes les populations, même les enfants. Et ce n'est pas du tout compliqué. On utilise cette languette qu'on introduit là, qui permet déjà d'apprécier le taux de sucre. Mais avant, il faut pouvoir mettre une aiguille là, charger le stylo, piquer au bout du doigt, et puis pouvoir avoir une goutte de sang qui va permettre d'avoir rapidement, souvent en moins de 10 secondes, la glycémie. Donc, une glycémie à jeun, qui est important, ou alors une glycémie après avoir demandé à la femme de prendre ce glucose dans du liquide pour dépister le diabète gestationnel. Le premier traitement, c'est l'activité physique et l'alimentation. Il faut demander à la parturiente d'avoir une alimentation saine et équilibrée, éviter tout ce qui est sucre d'absorption rapide, à savoir la confiserie, les gâteaux sucrés, les yaourts sucrés, souvent même le miel, la sucrerie, tout ça, lui demander pratiquement de bannir tout ce qui est sucre d'absorption rapide. De privilégier dans son alimentation les aliments riches en fibres, les légumes notamment, réduire la quantité de féculents, parce que la prise de poids au cours de la grossesse également peut être impactée, le taux de sucre pendant cette grossesse. À quel moment on s'adresse à la pharmacologie? Alors donc, lorsque on demande à la parturiente d'utiliser ces mesures hygiéno-diététiques, on la revoit rapidement, 1 semaine à 2 semaines après. Si les glycémies à jeun ne sont pas en dessous des valeurs dont nous avons parlé tout à l'heure, nous sommes amenés à prescrire de l'insuline. Mais ce n'est pas du tout compliqué. L'insuline peut s'injecter soit à travers cette seringue, ça reste encore d'actualité, même si ça a été remplacé maintenant par les stylos. Mais c'est surtout le stylo qui est beaucoup plus pratique d'utilisation. Donc, on a différents types d'insuline. Les insulines d'action rapide pour faire baisser les glycémies après les repas, et puis les insulines d'action lente pour faire baisser les glycémies à jeun. Si la parturiente a tendance à avoir des glycémies à jeun élevées et des glycémies après les repas élevées, on va lui donner 2 types d'insuline. L'insuline lente pour faire baisser les glycémies à jeun et l'insuline rapide pour faire baisser les glycémies après le repas. Alors, avant d'achever cette émission, le professeur, on va parler de la conférence de presse de l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Cette association a présenté officiellement son bureau national le mardi 8 février 2022. À cette occasion, le plan d'action pour l'année 2022 a été dégagé par le nouveau président. Assou Touré Dagnogo a assisté à la conférence de presse dans la salle de conférence du centre hospitalier universitaire de Cocody. Son témoignage dans un récit d'Anicette Conan. Créée en 1968 pour une durée illimitée, l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, AIHC, est une association de médecins et pharmaciens ayant embrassé la carrière hospitalo-universitaire. Ces médecins assurent l'entière et ponctuelle exécution de plusieurs activités médicales, entre autres le service des gardes aux urgences médicales et chirurgicales. L'AIHC, dirigée par Touré Massiré depuis le 12 janvier dernier, envisage donc pour son premier mandat mettre un accent sur la formation et l'amélioration des conditions de travail pour le personnel médical interne. Rappelons que l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, AIHC, compte à ce jour plus de 404 internes sur l'ensemble du territoire. Professeur, vous avez initié un projet de formation de sage-femme entre 2019 et 2022. Pour quel objectif et est-ce que les résultats sont satisfaisants? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la couverture maladie universelle, a initié depuis 2009
des projets importants pour la Côte d'Ivoire. Le premier projet, c'était en 2012-2015, qui a permis de mettre en place les microcliniques du diabète dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Le deuxième projet a concerné la réduction des amputations et donc des plaies chez les diabétiques, qui a également été intégré dans plusieurs centres de diabétologie en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, le dernier projet, 2019-2022, qui est cette fois-ci focalisé sur le diabète gestationnel pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Alors, ce projet avait essentiellement 3 grands volets. Le premier volet, il s'agissait donc d'équiper plus de 110 maternités sur l'ensemble du territoire pour pouvoir permettre aux sages-femmes et aux gynécologues sur le terrain de pouvoir dépister de façon précoce le diabète de grossesse, de le prendre en charge et de mener la grossesse en son terme. Le deuxième volet de ce projet consistait à la formation de ce personnel-là. Il y avait 500 personnes à former, mais nous avons pour l'instant formé 250. Et cette formation a permis non seulement aux sages-femmes, mais également aux gynécologues, aux pédiatres, aux diabétologues et aux nutritionnistes et diététiciens de comprendre les mécanismes de l'apparition de ce diabète, de savoir le dépister et d'organiser également la prise en charge concertée sur le terrain. Et puis le troisième volet de ce projet consistait aux campagnes donc, de sensibilisation et de dépistage et surtout aux activités de collecte de données dans les registres qui ont été mis en place à cet effet. Et cela nous a permis d'avoir des résultats assez probants. À peu près 250 000 femmes enceintes dépistées dans l'ensemble de ces 110 maternités et puis autour de 5% de prévalence du diabète gestationnel. Alors pour terminer, c'est bien de former les sages-femmes et autres, mais après la fermeture du CHU de Yopougon, qu'avons-nous comme centre de référence ou, si vous voulez, service de pointe aujourd'hui? Une grosse difficulté pour nous en tant qu'experts en diabétologie, mais je pense qu'avec la collaboration des autres centres qui existaient déjà, l'hôpital militaire d'Abidjan, le CHU de Cocody, l'Institut de santé publique à Djamé et le CHU de Trècheville, nous avons continué d'abord à déployer le personnel qui existait et puis continuer à renforcer les capacités en termes de prise en charge et de diagnostic du diabète et des pathologies endocriniennes en général dans ces différentes structures. Cette émission est terminée. Je recevais le professeur Jaco-Redor Abodo, président élu de la Fédération internationale du diabète région Afrique, responsable de l'enseignement de l'endocrinologie et des maladies métaboliques à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, président de l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire et de l'Alliance des organisations de la lutte contre les maladies chroniques de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Notre Santé. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.